Bonjour à toutes et tous, je suis Élodie Bardot et vous écoutez Antinomique, le podcast qui donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse dans son quotidien, grâce à ces hommes et ces femmes qui nous partagent leur expérience et ont chacun des grandes leçons de vie à nous apporter. Vous découvrirez la complémentarité et l'antinomie de leur yin et yang. Nous allons parler d'épanouissement professionnel, de résilience, d'entrepreneuriat, de mission de vie et de plein potentiel. Un moment à vous offrir pour vous inspirer et vous apporter les clés pour parvenir à l'équilibre. Aujourd'hui, nous accueillons Sébastien Mérignard, directeur station d'Avoria. Bonjour Sébastien, un grand merci à toi d'avoir pris du temps pour nous et d'être venu d'Avoria. Bonjour Élodie. Je vais prendre 2 minutes pour présenter ta bio. Catalan de naissance et de cœur, tu as 54 ans, 2 garçons de 24 et 26 ans et en couple. Hyperactif, tu as canalisé ton énergie débordante avec la pratique du sport à haut niveau. Amoureux de la montagne, tu as décliné un contrat de footballeur professionnel car tu ne voulais pas vivre en ville et tu as orienté tes études pour travailler en station de montagne. Val d'Alos, La Clusaz, Pio-Engali dans les Pyrénées et en 2002, tu as rejoint Tignes en tant que directeur station. Tu y es resté 12 ans et tu as laissé ta trace. Quand tu es arrivé, tu étais le 4e directeur en moins de 5 ans et Tignes se situait autour de la 8e place en termes de fréquentation. Entre 2005 et 2014, Tignes s'est classé à la première place à égalité avec Val Thorens sur les 2 dernières années. En plus de ses performances chiffrées, l'innovation a aussi eu toute sa place. Communication décalée, événementiel exceptionnel, construction d'infrastructures et base de sport de haut niveau. L'événement le plus marquant est d'avoir fait venir les X Games à Tignes. Il y a eu plus de 120 000 spectateurs, du jamais vu dans l'histoire des compétitions de glisse. Fin 2014, tu changes d'univers. Après la montagne, la mer. Tu as été directeur de la station balnéaire du Grau-du-Roi et de ses 140 000 lits. 3 ans plus tard, tu as été chassé par un recruteur pour prendre la direction de Courchevel Tourisme. Ce retour dans les stations de montagne se poursuit depuis fin 2020 avec la direction d'Avoria. Station conceptuelle, éco-conçue et son fonctionnement 100% piéton avec les calèches comme moyen de déplacement. Les résultats sont au rendez-vous avec 4 saisons consécutives où les records de fréquentation de la station sont battus. Après cette présentation professionnelle, est-ce que je peux te demander de nous dire qui tu es personnellement ? Déjà, on va revenir un petit peu 2 secondes en arrière, parce que là, ça fait style magicien, ce que je suis pas. Il y a eu des bons résultats, j'ai un parcours qui commence à dater maintenant, parce que c'est du travail d'équipe, et dans le mot travail d'équipe, il y a équipe et il y a travail. Donc, il suffit pas de... voilà, le temps fait. Il y a eu aussi des choses beaucoup moins réussies que ce qui a été annoncé là, mais je pense que c'est le jeu qui raconte... une belle histoire. Il y a eu des épisodes moins glorieux dans tout ça, ce qui fait un parcours. Après, qui je suis, c'est dur de compléter ça. Je vais juste te dire, je suis un garçon, qui, comme tu l'as dit, qui aimait la montagne et qui a fait des choix de vie, qui fait toujours des choix de vie pour profiter de sa passion, y vivre, et en même temps réussir à travailler, à concilier une vie professionnelle qui, moi, me plaît et me permet de m'épanouir. Voilà, rapidement. Effectivement, c'est la partie, c'est les petites victoires qui sont mises en avant, c'est sûr. Mais ça permet de tracer un peu ton portrait. La grande question, c'est en fait comment est-ce que ça a commencé ? Est-ce que ton parcours, il a été facile et la route toute tracée ? Non, mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de parcours faciles et tout tracé. Tu l'as dit, je suis catalan, je suis né dans les montagnes, mais quand j'avais 3 ans, pour des raisons de boulot, tout simplement, mes parents sont partis en banlieue parisienne. J'ai grandi dans des banlieues, on va dire, pas charmantes, un petit peu agitées. Sans jouer à Cosette, on était pauvres, il n'y a pas d'autre mot. Je l'ai pas mal vécu, parce qu'on était dans un univers où tout le monde était à peu près au même niveau. Donc il n'y avait pas de décalage, en tout cas, il paraissait loin le décalage. Au quotidien, c'était pas une contrainte.
Mais c'est vrai que les quartiers étaient pas spécialement riants, les activités étaient pas folles non plus, quoi. Et l'univers était assez restreint. La bulle d'oxygène, alors là c'est facile, hein, j'ai passé la cinquantaine maintenant et avec le recul, je comprends mieux ça. La bulle d'oxygène, c'est quand je retournais en Catalogne, dans les montagnes, l'été, en vacances. Et en fait, j'aimais ça, mais évidemment, j'interprétais pas tout ça, hein. C'était une sorte de gymnique et ouais, c'était le moment où j'étais le mieux, où j'étais bien, où je faisais ce qui me plaisait, où j'étais dans un univers qui m'allait bien. Le reste du temps, je me plains pas, hein, ça s'est bien passé pour moi. J'ai eu une scolarité classique, relativement facile. Après, j'étais, tu l'as dit, dans la présentation hyperactif, donc c'était bien que je sorte un peu de cet univers-là parce que j'étais pas forcément toujours du bon côté de la limite. J'étais même souvent du mauvais côté de la limite, pour être tout à fait honnête. Parce que quand t'es un peu agité dans ces univers-là, ben ouais, t'as les hormones qui poussent, t'as 14 ans, 13 ans, tu veux montrer que t'es un petit caïd et t'en fais toujours plus. Donc voilà, c'était le contexte, hein, je cherche pas d'excuses, je l'assume. C'est aussi dans mon parcours de vie, c'est pour ça que je disais, il y a des choses moins glorieuses dedans. J'ai eu la chance de faire du sport, de me débrouiller bien en football. Alors, parce que là-bas, ben, encore une fois, on n'avait pas beaucoup de moyens. Malheureusement, je faisais pas de ski ou j'allais pas au lac ou quoi que ce soit. On jouait au foot, je vais pas dire toute la journée, mais presque. Et dans ça, je me débrouillais un petit peu mieux que la moyenne. Et j'ai été, ben ouais, il y a des scouts qui m'ont repéré au cours d'un tournoi. Et j'ai pu intégrer un centre de formation à l'âge de 14 ans jusqu'à 19. Et j'avais jamais aspiré à devenir footballeur professionnel. Pour moi, le foot, c'était le jeu avec mes copains. Donc, quand j'y ai été, t'es fier, t'as 14 ans, t'es recruté, tu rentres dans un centre de formation, t'arrives avec un joli survêtement le week-end, t'es au moment des premiers émois avec les filles, ça t'aide vachement. Ça augmente ta confiance en toi et ton pouvoir de séduction largement. Non, mais tout simplement, c'est vrai que ça m'a permis de sortir un peu de cet univers où, encore une fois, j'étais du mauvais côté des bêtises. Et ça m'a donné une vraie discipline. Je l'ai pas bien vécu, hein. Alors aujourd'hui j'en rigole, mais pour moi c'est comme si je rentrais en prison. J'étais un petit rebelle de cité, quoi. Clairement, donc te lever à telle heure, t'habiller comme ci, faire cela, etc., etc. C'était très strict et très militaire. Je l'ai mal vécu. J'ai failli être viré très vite au bout de 3 mois parce que ouais, je sortais d'un univers où quand t'es pas d'accord tu te bats et voilà. Enfin, les règles changeaient un petit peu du jour au lendemain et ça m'a recadré tout simplement. Et en étant recadré, au début tu le vis mal, quoi, forcément. J'ai eu la chance d'avoir un éducateur qui a vu certaines choses et qui m'a responsabilisé au lieu de me faire la morale, au lieu de me jeter, ce qui était quand même la majorité des gens qui voulaient, en se disant ouais, ok, il s'est tapé dans la balle, mais pour le reste il est pénible, pour faire court. Lui m'a donné des responsabilités et je me suis rendu compte que ouais, il y avait d'autres process que de taper ou de voler ou qu'on pouvait réussir à travailler et faire des choses autrement et que tu peux en tirer une autre satisfaction. Donc encore une fois, hein, je le dis avec le recul aujourd'hui, sur le moment c'était un tout petit peu plus compliqué que ça à assumer, mais ça s'est fait. Mais malgré ça, et pour reprendre la question initiale, le fil rouge, ça restait la montagne. Encore une fois, j'ai jamais pensé être footballeur pro, ça a été une opportunité, je l'ai bien vécu. Tu changeais de classe si tu marquais des buts, t'allais en cours le matin et l'après-midi tu jouais au foot, il y avait pire, comme année de lycée. Donc je l'ai bien vécu, surtout pour quelqu'un qui aime bouger. Donc c'était une belle façon d'extérioriser mon énergie. Mais à aucun moment, j'ai pensé à être footballeur pro. C'était pourtant logique, il me gardait d'année en année, je passais les sélections, j'étais capitaine de l'équipe, etc., etc. Mais pour moi, l'idée c'était assez clair que je voulais vivre en montagne. Alors faire quoi en montagne, j'en savais strictement rien, mais je voulais vivre en montagne. Et ça, c'était lié depuis l'enfance, quand je retournais, et si je fais un peu une petite psychanalyse tranquille, on va dire que d'un côté il y avait un univers un petit peu difficile, compliqué, et sans se plaindre, hein, et j'étais pas tout seul, et malheureusement il y en a encore beaucoup qui le vivent aujourd'hui. Et là d'un autre côté je me retrouvais dans un espace tranquille, naturel, où je me promenais dans la montagne, j'étais avec mon chien, je me racontais des histoires, je construisais des cabanes, je passais mes journées dehors, il n'y avait pas de crainte, c'était ouais, le blanc et le noir, quoi, grosso modo. Et ça, c'était toujours là, je savais que je voulais être en montagne. Donc voilà, quand ils m'ont proposé le contrat, tu l'as dit, je leur ai dit non, ils l'ont pas super bien vécu, et je les comprends, parce que
En gros, ça faisait 4 ans et demi qu'ils investissaient un peu sur moi quand même, qu'ils me nourrissaient entre autres. Ils étaient persuadés que j'avais un deal avec une autre équipe et je me souviens très bien de la réponse. Je leur ai dit non, il n'y a pas d'équipe en montagne, donc je ne vais pas jouer au foot. Et voilà, et ça s'est arrêté comme ça pour moi le football. Et après, j'ai enchaîné les études post-bac effectivement en essayant de m'orienter sur la montagne. Mais à ce moment-là, vraiment, tu m'aurais dit tu vas être bûcheron, berger ou autre chose, j'aurais dit ouais, je savais pas. Puis au fur et à mesure, les choses se sont décantées assez vite. J'ai découvert les stations de montagne, de ski essentiellement, leur développement, leur gestion, c'est quelque chose qui m'a parlé. Et voilà, le chemin s'est fait petit à petit après au fur et à mesure en travaillant. Donc non, effectivement, j'ai commencé le ski à 18 ans parce que avant mes parents n'avaient pas les moyens. Donc la première fois que j'ai commencé à bosser un peu, avoir un peu d'argent avec justement les cachets du foot, je me suis payé des vacances au ski. J'ai découvert le ski comme ça. Je connaissais la montagne l'été mais pas l'hiver. Voilà, donc on va pas dire que c'était évident de devenir directeur station vu le parcours. Mais n'empêche que c'était une volonté. Donc à la fin... Je crois que François Mitterrand a dit rien ne résiste à une volonté. Et est-ce que tes parents, eux, ont voulu te mettre sur des rails ? Mon père alors les deux ont eu deux attitudes différentes. Mon père, lui, il a vite compris très jeune que j'étais quand même déjà agité, ça s'ils s'en étaient pas rendu compte, je pense qu'ils ont été convoqués assez souvent pour être mis au courant. Et puis que j'avais ce besoin de liberté. Je partais en vacances en montagne, je partais le matin avec un chien et je prenais mon petit déjeuner, je partais toute la journée. Mon père me laissait dans la montagne, dans des coins vraiment perdus. Quand je dis dans la montagne, c'est pas dans une station, c'est vraiment dans la forêt. Et je partais la journée, pas des trucs fous, hein, mais j'allais me balader, j'allais observer les animaux, je grimpais dans les arbres, je construisais des cabanes, je me racontais des histoires. Et je rentrais le soir. Le seul deal, c'était que je devais rentrer avant la nuit. C'est-à-dire que je partais toute la journée. Mais je dis ça, j'avais 7 ans, 8 ans. Ils m'envoyaient chercher du pain à travers la montagne parce que le boulanger était à 10 km. Et pour moi, c'était une aventure, c'était une mission. J'étais très fier de ça quand j'avais 5-6 ans. Et voilà, j'avais ce côté très indépendant. Mon père l'a compris très tôt et m'a laissé faire. Ma mère, c'était une maman, donc forcément... elle a un peu plus craint tout ça. Je pense que si elle avait pu cocher les cases, elle aurait choisi un caractère un petit peu moins vif, un petit peu moins libertaire. Mais elle a respecté, ils ont respecté. Et en même temps, je me suis toujours très bien entendu avec mes parents. Il n'y a jamais eu de conflit, de crise d'adolescence, quoi que ce soit. Je l'ai respecté vraiment beaucoup. Mais je suis parti de la maison à 14 ans et j'y suis jamais revenu, quoi. Entre le centre de formation, puis après pour mes études. Et voilà. Et c'était des choix de vie, assumés, très orgueilleux, hein, ça doit faire partie de mes défauts. Je suis parti et je me suis dit, ok, tu fais ta vie. Même quand j'étais étudiant, j'ai jamais demandé 1 euro à mes parents, je bossais à côté, je me débrouillais, c'était pas tous les jours simple, mais là aussi, je suis pas une exception. Hein. Donc ils ont compris ça, ils ont compris que j'avais besoin de me raconter, de me faire mon histoire, ils m'ont laissé faire. Je pense que je suis même sûr qu'ils étaient fiers de moi, du parcours, et ils ont pas projeté. Ma mère a essayé un petit peu, mais elle a vite vu que c'était peine perdue, et donc ils ont laissé faire d'une façon bienveillante. Ouais. Et comment ça se fait que finalement tu n'écoutais pas trop cet entourage ou que tu avais ce côté un peu rebelle ? Ça, c'est une bonne question. Alors, autant j'ai dit juste avant qu'il y a des choses que j'ai un peu analysées avec les années. Ça, je sais pas, mais ça que depuis tout petit, mais vraiment autant que je me souvienne, dès qu'on me dit une règle, la première pensée que j'ai, et encore aujourd'hui, c'est comment je la contourne. Je sais pas, il y a un petit problème quelque part, mais ça a toujours été. C'est un jeu. En fait, je suis joueur, quoi. Hein, ça, c'est une certitude. Il y a des cas ou des sujets ou des valeurs, ça peut être vraiment de la rébellion, mais c'est plus une façon, peut-être anticonformiste, un petit peu de faire un pas de côté, de regarder les choses autrement. C'est vrai que j'ai toujours raisonné comme ça. On me dit voilà, la règle c'est ça, je me dis ouais, ok, d'accord, mais comment tu peux faire toi pour t'exonérer de cette règle ? Des fois c'est débile, hein, ça me prend plus d'énergie, plus de temps, mais c'est un mode de cheminement, ça a toujours été comme ça. Pourquoi ? Comment ? Franchement, j'en sais rien, parce que c'était pas strict chez moi, c'était pas... Non, je n'ai pas d'explication rationnelle pour ma défense. Le côté peut-être catalan ? Ouais, ça serait trop facile si tous les Catalans étaient comme ça. Non, je crois pas. Je crois pas ça. Non, je sais pas. Franchement, j'ai pas d'explication sur ça, mais en tout cas, et c'est vrai encore aujourd'hui, dans mon métier au quotidien, il suffit qu'on m'explique un truc, je me dis ok, comment on peut faire autrement, comment on peut voir les choses d'une autre façon et arriver au résultat dans ma tête plus facilement. Des fois, c'est bien plus compliqué, je l'ai dit. Mais ouais, j'ai toujours ce côté un petit peu voir les choses sous un autre angle. T'as pas d'explication par rapport à ce côté-là ? Peut-être qu'il y a une épreuve ou un pain point, comme on dit, qui t'aurait permis de vouloir suivre ta trace ?
Clairement, hein, encore une fois, j'étais pas du côté des victimes, j'étais plus et c'est pas glorieux, mais j'étais plus du côté des bourreaux quand j'étais dans les cités, j'étais du côté agité, et voilà. Mais j'étais pas bien. Enfin, c'était pas mon monde. C'était pas quelque chose de confortable. C'était pas quelque chose d'agréable. Donc, j'étais jeune, hein, j'étais super jeune, mais je me souviens, à 16 ans, je me disais, ouais, quand tu auras des enfants, il faut surtout pas qu'ils grandissent dans le même environnement que toi. C'est à 16 ans, je pensais ça, quoi, parce que je me rendais compte que, voilà, tous les jours, ouais, je vais pas raconter ma vie, des histoires, mais voilà, ça dégénère, c'est violent. J'ai beaucoup de copains de cet âge-là qui sont plus là ou qui sont en prison. Donc voilà, j'étais conscient de ça dès l'âge de 16 ans. Donc je savais bien que c'était pas un univers serein, quoi. Donc j'avais cette volonté, et encore une fois, c'était la montagne parce que c'était un endroit où, à l'inverse, c'était cool, quoi. Mais un moment clé, spécifique, non, qui fait ça. Simplement, c'était une échappatoire, et le centre de formation, ça a été ça. C'était une première façon de sortir de là rapidement. Et comme je l'ai dit, je m'entendais bien avec mes parents. Je suis parti à 14 ans, mais c'était une façon de faire autre chose autrement, et d'évacuer ça, quoi. Alors s'il y a un point, ouais, j'ai eu la chance, encore une fois, d'être scouté et d'être choisi, et ça m'a évité sans aucun doute des déboires. Maintenant, si je bascule sur l'aspect professionnel, on a travaillé ensemble en 2006. Tu m'avais recruté pour Teen Développement, et il y a quelque chose qui m'avait marqué à l'époque, c'était que j'étais au service communication, et tu m'avais fait changer de service après pour basculer sur le partenariat propriétaire. Et c'est rare ce changement-là. Et en fait, ce qui m'intéresse comme question, c'est par rapport à comment tu fais pour déceler un potentiel chez des salariés et les faire monter en compétences, parce que tu le fais encore et c'est un peu ta marque de fabrique. C'est gentil, merci. Mais si je le fais, c'est parce qu'il y a du potentiel, justement. Non, c'est un peu une suite de la question précédente, quoi. Il n'y a pas de chemin préétabli, c'est plus des personnalités. Ça m'arrive d'intervenir devant des étudiants ou autres, et je leur dis, tout ce que vous apprenez de la gestion, le marketing, la compta, vous pouvez l'apprendre. Maintenant ou plus tard, vous pouvez le retrouver dans des livres. Il y aura des suites de logiciels, tout ce que vous voulez. Par contre, il y a des choses qu'on peut pas apprendre. Il y a la personnalité, il y a la capacité à prendre des risques, la capacité à assumer, à gérer des équipes, etc. Et ça, effectivement, alors chacun a des qualités, hein, et je pense que c'est le rôle d'un manager, c'est d'essayer de trouver ce qui va faire en sorte que l'équipe se valorise, hein, et que chacun s'y épanouisse dedans et trouve son intérêt. Donc il semblait que, si je me rappelle bien, à la communication, c'était un poste en attendant d'eux, et de l'autre côté, j'avais un service à développer qui était important en plus, et voilà, il y avait une personnalité qui correspondait par rapport aux besoins qu'on avait. Donc ça s'est fait comme ça, et c'est vrai que d'une manière générale, j'essaye de privilégier déjà la promotion interne. Alors pas sur le modèle ancienneté, etc. Hein, mais s'il y a des compétences, essayons de les valoriser. C'est bien pour tout le monde, pour la personne d'abord, et puis pour nous, pour l'ensemble de l'équipe et pour l'entreprise ensuite. Des fois ça marche pas, hein, des fois on se trompe, hein, ça arrive aussi. Des fois le poste est pas en adéquation. Mais d'une manière générale, si on fait un peu attention, si on écoute, on arrive quand même à voir des choses et à accepter l'idée que c'est pas parce qu'on t'a mis au départ en communication que tu pouvais pas faire un petit peu du commercial ou autre chose, et voir les choses différemment. Plus faire attention aux gens qu'aux diplômes. Je n'ai pas fait le compte, mais en 30 ans, dans ma carrière, si j'ai dû recruter 1 millier de personnes sur les différents postes, pour du saisonnier jusqu'au cadre supérieur. Bien sûr, tu regardes un peu le diplôme, mais une fois que tu es en face à face avec la personne, c'est fini. Enfin, moi, en tout cas, j'écoute plus ça. Je m'en fiche de savoir si son école, c'est la plus prestigieuse ou la moins prestigieuse. Je dis pas que j'ai raison, hein, je dis juste comment je fonctionne. Je sens une envie, je sens une volonté, ou je la sens pas d'ailleurs. Et c'est ce qui va faire en sorte que le choix évolue. Et c'est a fortiori vrai quand c'est quelqu'un avec qui tu travailles régulièrement, où tu as le temps de voir ses réactions et ses compétences ou ses lacunes. Et puis, on en a tous, hein. Moi le premier. L'idée, c'est d'arriver à faire matcher l'ensemble pour que ce soit complémentaire. Et est-ce que tu peux nous parler de la mise en place justement de ce service partenariat propriétaire par rapport à ta conception à toi justement de l'environnement et du développement durable ? Ouais, alors développement durable, ce serait un peu abusé, ce serait très greenwashing, je sais que c'est bien à la mode. Non, mais simplement, quand j'étais étudiant, on nous expliquait en gros que à l'époque, il y avait, fin des années 90, hein, enfin 90 on va dire, il y avait
10% des Européens qui partaient au ski, que le ski était un produit cher, ce qu'il est toujours et même encore plus, que pour le démocratiser, il fallait multiplier l'offre, qu'une fois que l'offre serait multipliée, les prix allaient baisser et que donc du coup il y aurait plus de vacanciers qui viendraient au ski. Donc ça, c'est ce que j'ai appris sagement sur les bancs de la fac et différentes écoles. Sauf que même quand je l'apprenais, je me rendais compte qu'il y avait un truc qui coinçait un petit peu dans le discours. Et malheureusement, là je parle 30 ans après, aujourd'hui il y a 8% des Européens qui partent au ski. Donc non seulement, alors en volume c'est la même chose que la population globale augmentée, mais en tout cas, il n'y a pas eu la croissance. On nous annonçait qu'il y aurait 30% d'Européens qui skieraient en 2010-2020. On est à 8%. Ça, c'est la partie du plan qui n'a pas marché. La partie du plan qui a marché, et je dis bien malheureusement, c'est que dans le même laps de temps, et je parle que pour la France, on a multiplié par 2 le stock de lits, l'offre, le nombre de bâtiments. Donc il y a 2 fois plus de logements, de chambres d'hôtel, de tout ce que vous voulez, qu'il y a 30 ans, alors que le volume de clients est sensiblement le même. Donc forcément, on est rentré dans une logique de concurrence hypertrophiée, de guerre des prix, de promotion, de discount, etc. etc. Et en même temps, si on a multiplié par 2 l'offre d'hébergement, on a forcément construit et forcément bétonné l'espace naturel. Et ça, oui, j'ai raconté mon histoire un petit peu, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je pensais surtout qu'avant même d'avoir une croisade écologique sur le schéma, c'était dire c'est la fausse réponse. Cette course en avant, le projet d'après qui paye le financement du projet d'avant, ça marche pas, le mode de gestion est pas bon, on peut pas toujours être sur cette fuite en avant pour que les taxes foncières, les taxes d'aménagement, etc., payent la gestion de ce qu'on a construit les années précédentes, quoi. Sachant qu'en même temps, encore une fois, les clients ne suivaient pas, quoi, en termes de volume. Donc l'idée était de dire, on a des stocks qui sont plus adaptés. C'est souvent, j'ai pas mal de détracteurs sur le sujet. On me dit, ouais, mais si on avait gardé les appartements des années 70, il n'y aurait plus personne à la montagne, plus personne ne veut être dans un 15 mètres carrés à 4 et devoir plier la table pour aller aux toilettes la nuit, etc. Bien sûr, c'est pas mon discours. Simplement, la logique, elle est de dire, si on avait mis les moyens, les incitations fiscales, les politiques, etc., sur de la rénovation de l'ancien plutôt que sur de la construction du neuf, s'il avait été plus facile de gagner de l'argent pour des promoteurs sur de la rénovation que sur de la construction, on aurait sans doute moins construit. Et on n'aurait pas des appartements des années 70 qui sont toujours dans leur jus et qui sont aujourd'hui inexploités. Pour faire court, on peut affirmer, enfin j'affirme, mais personne ne peut le contredire, que sur les 20 dernières années, il n'y a pas une seule station de ski française qui a été pleine un seul jour à 100%. C'est un fait. Donc, continuer à construire en disant les gens aujourd'hui veulent plus d'espace. Oui, mais rénovons l'ancien, améliorons l'existant. C'est compliqué. On est d'accord, c'est plus compliqué, mais à vouloir toujours faire plus facile, on en arrive aux situations où on est aujourd'hui, où il y a un vrai changement sociétal, et moi franchement j'en suis ravi. Si vous amusez à écouter mes interviews il y a 20 ans, j'avais déjà ce discours, de dire il faut arrêter, on peut plus. Donc ça amène des actions qui peuvent être contre-productives, on parle beaucoup de ski bashing ou de ce genre de choses. Je pense qu'il y a un décalage, c'est juste notre paradigme, notre modèle qui a été fait, qui était un modèle national, c'est pas quelques personnes, c'était une logique globale qui a fait son temps, quoi. Elle ne marche pas. Alors, moi, je l'affirme, il y a de plus en plus de monde qui est en phase avec ce type de discours. Malheureusement, il n'est pas encore majoritaire, et a fortiori chez les décideurs. On est encore dans des autres logiques. Donc, le partenariat propriétaire, c'était un peu ça. Il y a des logements qui existent, rénovons-les, mettons-les au goût du jour, remettons-les sur le marché. Ça va doper la fréquentation de la station, et on va montrer qu'on peut avoir de bons résultats de fréquentation sans forcément continuer à bétonner la montagne. Et les résultats par rapport à ça, quelques années plus tard ? Tu l'as dit tout à l'heure, tu parlais des résultats TIN qui pendant 10 ans, 12 ans a été station numéro 1 en France en termes de fréquentation. Alors les gens me parlent effectivement, tu accueilli les équipes de France de foot, de rugby, vous organisez des concerts de guetta sur la neige à 30 000 personnes, il y avait les X-Games à 120 000 personnes. Ça c'est la partie brillante, c'est le haut de la pyramide, celui qui scintille. La base, je pense que... plus de la moitié des résultats, si ce n'est les 2/3, dépend du partenariat propriétaire, parce qu'en fait, on a remis dans le marché 6 000 lits, donc à peu près 1 millier d'appartements, un petit peu plus d'1 millier d'appartements, qui se sont réactivés, qui ont été réoccupés, qui sont passés de 4 semaines d'occupation à plus de 12 semaines d'occupation dans l'année, c'est-à-dire 3 fois plus. C'est comme si on avait construit 3 ou 4 000 nouveaux lits à l'époque. Donc on a arrivé à amener cette clientèle sans construire de nouveaux lits. Alors, encore une fois, c'était bien plus long, ça a mis 12 ans, on l'a dit, alors que quand tu fais une promotion, allez, entre le projet et la livraison, en 3 ans, c'est réglé. Mais ça a évité de continuer à miter le territoire et surtout de laisser des vieux bâtiments, des vieux appartements qui sont plus utilisés, et qui dépérissent et qui, franchement, font des friches urbaines en pleine montagne, quoi.
Ouais. Et aujourd'hui, on voit il y a les stations qui sont certaines un peu défigurées par toutes ces constructions, les promotions, les gros complexes hôteliers. Vous êtes quelques irréductibles Gaulois, on va dire, comme avec Guillaume Desrues, le maire de Bourg-Saint-Maurice. C'est quoi un peu votre vision pour concilier le développement commercial et le développement durable ? Bah, quand je discute avec les gens de Montagne Wilderness, je suis un horrible bétonneur de la montagne. Quand je discute avec les décideurs de la montagne, je suis un horrible intégriste écologique. J'essaye d'être entre les deux. Non, j'aime la montagne, j'aime y vivre. J'ai fait ce choix de vie depuis longtemps et je suis pas le seul. On est nombreux et on est conscient que ce qui fait la force, ce qui attire du monde et qui nous permet de manger à la montagne, c'est parce que justement le territoire est attractif. Et aujourd'hui, notre discours, il est simple, il est de dire, c'est pas rendons la montagne à l'espace naturel, démontons les stations et partons. C'est 120 000 emplois directs. Les stations de montagne, c'est, suivant les chiffres, 380 à 500 000 emplois indirects. On fait quoi ? Ces 120 000 personnes, ils vont habiter en ville et les autres aussi, et on abandonne ces territoires. Alors, ok, ce sera peut-être satisfaisant intellectuellement, mais si on parle développement durable au global, je pense pas que de saturer encore plus les espaces urbains, ce sera mieux. Donc non, notre idée, elle est de dire, il y a un modèle, il n'est pas question de cracher dessus, il n'est pas question de dire les temps changent, il faut juste qu'on accepte de changer. Il y a des choses qui nous obligent à changer. On va pas parler de dérèglement climatique, on n'aime pas ça, ou de réchauffement, on va parler de... Peu importe. Le fait est qu'il y a moins de neige aujourd'hui qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, et on sait qu'il y en aura encore moins dans 20 ans. C'est un fait. La montagne peut être attractive, comme d'autres espaces, hein, mais évidemment, je parle pour la montagne. Donc notre logique, elle est de dire, on a des territoires qui sont ce qu'ils sont, qui sont le fruit d'une histoire, d'un passé. Il y a eu des erreurs de fait, il y a eu des très belles choses de fait. Ça nous permet d'y vivre. Donc le débat n'est pas de jeter l'opprobre sur ce qui s'est passé, mais il est surtout de commencer à écouter un petit peu plus l'évolution sociétale. Et là, c'est ma formation de marketing. En fait, on existe parce qu'il y a des gens qui viennent à la montagne, qui choisissent de venir à la montagne. On n'est pas dans une dépense obligatoire. C'est pas, je suis pas malade et je vais chez le médecin. Là, j'ai pas le choix. Je dois aller au supermarché pour m'acheter à manger. Là, non, on parle de loisirs. Les gens ont l'arbitrage. Ils peuvent y aller ou pas, là ou ailleurs. Donc, il faut que ça réponde à une envie. Or, l'évolution, elle est quand même à une aspiration plus durable, plus verte, plus écologique. Donc continuer à offrir un maximum de services, de nouveaux bâtiments, de nouvelles choses, c'est très bien. Mais on a un effet ciseau. On s'éloigne de la conception naturelle de l'air pur, les sommets, la montagne. Donc l'idée, elle est de dire, ok, on a un territoire qui existe, améliorons-le, rénovons-le, ce qu'on a évoqué. Arrêtons l'expansion dans tous les sens. Il y a des moyens de le faire. Faisons en sorte qu'on puisse y vivre, parce qu'il y a toute une problématique aussi de renchérissement du mètre carré, clairement, hein, qui fait que les populations qui vivent à l'année ont plus les moyens, vont habiter de plus en plus dans les vallées, et qu'on se retrouve alors avec des très beaux chalets ou de très beaux hôtels, mais qui sont pleins 3 semaines pour les chalets et 3 mois dans l'année pour les hôtels. Et le reste du temps, la population locale est plus là et on crée des problèmes de trafic et autres. Donc notre volonté, elle est de dire, c'est un bel espace. Pour ma part, je suis plus près de la sortie que du début, hein, mais je me dis qu'il y a sans doute des jeunes qui aiment la montagne, qui ont envie d'y vivre et d'en profiter. Et on ne peut pas se dire, après moi le déluge, nous on en a bien profité, puis ils verront bien, ils se débrouilleront. Non, c'est un territoire qui correspond à quelque chose. Et si on se replace sur cette logique marketing d'écouter le client, et notre client c'est le vacancier, et qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui, c'est ça. J'ai changé un peu mon approche quand je discute avec les détracteurs sur ce sujet. Je leur dis plus, vous pouvez pas continuer à bétonner la montagne, parce que là, encore une fois, pour eux, je deviens un méchant intégriste écologiste. Je leur dis juste, dans le monde, 80% des gens qui achètent un forfait de ski, ils ont moins de 40 ans. Ça, c'est un fait. Je parle pas des gens qui vont dans les stations, parce qu'il y a des personnes plus âgées, un peu plus nombreuses qui skient pas, mais ceux qui achètent le forfait de ski, qui font tourner le gros de l'économie, ils ont moins de 40 ans. Or, cette génération, et plus elle est jeune, plus c'est marqué, elle a une conscience écologique que notre génération et celle de nos parents encore moins avaient. Donc, si on veut les séduire, si on veut les attirer, si on veut qu'ils continuent à venir, à un moment donné, il faut les écouter, répondre à leurs attentes. Donc, je leur dis pas préservons la nature, je leur dis juste, vous voulez continuer votre business, vous voulez que vos enfants continuent votre business, écoutez vos clients. Je voudrais rebondir sur le podcast Happy Work, où tu as une interview avec Gaël Châtelain. Et il expliquait, vous parliez tous les deux du fait que tu as refusé plusieurs postes qu'on t'a proposé, rémunéré beaucoup plus que ce que tu avais, pour rester en montagne et ne pas aller en ville. Alors du coup, ma question, c'est quoi ton driver ?
Alors oui, c'est vrai déjà. Après, je précise tout de suite, hein, je suis très bien payé, je vis très confortablement, tout va bien, merci. Mais c'est pas le moteur, c'est pas la course. Sinon, effectivement, j'aurais pu avoir des opportunités où j'aurais pu être 2 ou 3 fois mieux payé et ça me suffit largement, ce que j'ai aujourd'hui, très largement. Non, j'ai besoin je l'ai dit un petit peu dans les 2-3 phrases de présentation, j'ai besoin de cet équilibre entre vie pro et vie perso. Et si je dois choisir, je mets vie perso d'abord, c'est une évidence. J'ai besoin, je suis hyper actif, entre midi et deux, je vais skier, je vais pédaler, je vais courir la montagne, je vais faire de l'alpinisme, je vais grimper. Et ça, pour moi, c'est pas possible en ville. Je suis sportif, mais il n'y a rien contre les salles de sport dans ce que je vais dire, mais pour moi, être dans une salle de sport, ça me déprime, quoi. J'ai besoin d'être dehors, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de... Voilà. Donc on est tous différents. Simplement, moi, c'est des choix qui sont relativement clairs, et ça, c'est vrai que c'est une ligne directrice évidente. On m'a proposé régulièrement, et souvent, et encore récemment, des postes avec plus de surface, plus de visibilité, peut-être plus de pouvoir, plus de salaire, mais ça m'éloignait de mon cadre de vie. C'est une question d'équilibre et j'en ai besoin. Donc non, aucun regret là-dessus, c'est choisi, je continue. Le jour où je pourrai plus courir la montagne, peut-être que je réfléchirai autrement, mais je fais en sorte de m'entretenir pour continuer à courir la montagne. Tes 3 plus grandes valeurs, tu m'as dit que c'était la liberté, la vérité et le courage. En quoi ta vie professionnelle, elle est alignée avec ces valeurs-là ? Wow. Alors oui, c'est bien ça, si je devais dire, c'est sans doute, alors je sais pas si c'est absolument les 3, mais c'est dans le top 3, c'est dans le top 5, c'est sûr. En quoi c'est aligné ? La liberté, voilà, on l'a évoqué, j'ai refusé à plusieurs reprises, plusieurs bifurcations, plusieurs postes pour garder cette liberté de choix. La vérité, ça, je sais pas si... Dans mon milieu professionnel, je suis pas réputé pour être le plus diplomate. Et quand je dis ça, c'est une litote. Hein. En gros, si tu veux faire de la négo, faut pas m'emmener, quoi. Je suis pas un bon ambassadeur. Pour aller à la guerre, je serais plus doué. Non, je suis pas. Je sais. J'aime pas enrober les choses. Je préfère même quelqu'un qui est frontalement opposé, qui dit, que quelqu'un qui te fait croire qu'il est très ami avec toi, qu'il est d'accord pour mieux te poignarder par derrière. J'arrive pas à ça. Je sais pas faire et je veux pas le faire. Et j'évite vraiment. Et alors, dans ma vie privée comme pro, de mentir. Et Dieu sait que dans ma vie pro, des fois, ce serait plus simple. Mais de toute façon, non, il y a un philosophe arabe, Khalil Gibran, qui a dit « La vérité était vérité avant d'être énoncée ». Et je m'en tiens à ça. C'est-à-dire que de toute façon, à un moment ou à un autre, ça va revenir. Donc, commençons par là, mettons les choses au clair, on sait où on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça match ou pas, mais au moins on avance. Donc ouais, ça, j'essaye de m'y tenir. Et le courage, ouais, dans mon métier, ça peut être, et je pense dans beaucoup de métiers, puisque la question est aux vies professionnelles, mais tu es forcément en lien avec des développeurs, des politiques. Le discours sur arrêtons le développement des stations que je tiens depuis 20 ans, franchement, c'est pas un discours qui sert ma carrière professionnelle. Hein. Dans la catégorie tu veux te brûler, tu parles comme ça. C'est pas une histoire pour moi, c'est pas une histoire de courage, c'est une histoire d'être cohérent avec ce que je pense et ce que je suis. Et après, j'ai le courage de le maintenir, de pas me coucher, de le dire. Et même si je sais que ça me dessert très clairement, c'est de prendre des décisions. On a parlé, par exemple, tu parlais d'une très belle réussite en événementiel, les X Games. Quand on fait le choix, quand je traverse l'Atlantique pour aller voir nos amis américains et leur dire tiens, on pourrait peut-être jouer ensemble. Personne n'y croit, ça, ils sont jamais sortis, il n'y a même pas d'image, etc., etc. Et j'explique que de par Teen, le positionnement, la clientèle et tout, il y a un vrai sujet. Et donc tu vas au bout, et c'est vrai que tu engages un peu de moyens, hein, c'est un événement, alors il ne coûtait pas ça à Teen, mais c'est un événement qui coûtait un peu plus de 5 millions d'euros il y a une dizaine d'années. Donc les enjeux sont un petit peu là, et quand tu y vas et que tout le monde te dit « Ah mais c'est pas possible, il faut y croire », et puis après il faut le porter, mais est-ce que c'est du courage ou de la détermination ? Je vous laisse juger. Un mélange des deux. Ouais, je pense que le courage, c'est à un autre niveau pour moi, mais ça reste une des valeurs, en tout cas pour moi, primordiale, et souvent j'ai cette expression, je dis « Ouais, c'est pas la plus répandue non plus, malheureusement ». Question justement... Tu restes souvent dans un poste uniquement si tu es aligné avec le maire ou le président. Tu es capable de démissionner si la personne, elle te convient plus, elle est plus alignée avec toi. T'as pas peur de faire face à des hommes politiques ou des personnes influentes dans les stations. Je voudrais savoir, est-ce que tu as peur de quelque chose ? J'expliquais à mes enfants petits, la peur, ça n'existe pas, c'est toi qui l'as créée. Tu l'as déjà vu, la peur, tu l'as déjà touchée. Donc c'était une façon d'éducation
Je prétends pas être Françoise Dolto, hein. Mais avec mes garçons, c'était un petit peu ça. Ils l'ont intégré. Non, je dis pas que j'ai pas peur. Évidemment que des fois t'as peur, mais pas sur ça. Il y a pas d'enjeu là. Enfin, bien sûr qu'il y a des enjeux matériels, de carrière, de déménager, de tout ce que tu veux. Mais là, je reviens à mon adolescence et là où j'ai grandi. Aujourd'hui, je dirais que dans ma vie, ce que j'ai vécu dans les quartiers, ça me sert sans doute plus que ce que j'ai appris dans les écoles. Dans le sens où, d'un côté, tu risques ta vie, de l'autre côté, tu risques quoi? De déplaire, de te faire virer. Si tu relativises un tout petit peu, tu prends un peu de recul, tu dis c'est pas si grave, hein, il va me rester mes deux bras, je vais être debout, je vais continuer à vivre, tout va bien se passer. Donc, je dis sans tomber dans l'extrême, hein, mais ça, voilà, c'est quelque chose qui permet de relativiser, de se dire, oui, tu as cette liberté, je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure, de choisir. Mais choisir, c'est éliminer. Donc, c'est rare de pouvoir tout garder quand tu dois choisir. Donc, choisir, c'est éliminer. Et si à un moment donné, et ça s'est passé, hein, tu as cité des stations, et notamment la plus prestigieuse, Courchevel, j'ai démissionné parce que j'étais plus en ligne, quoi. Voilà, et ça m'allait pas. Et pourtant, dans mon métier, directeur de Courchevel, je vais dire, c'est presque le Graal, quoi. En tout cas, c'est le poste que beaucoup aimeraient avoir. Mais non, ça le faisait pas, pour différentes raisons. Donc, je l'ai dit clairement, il n'y a pas eu de guerre, hein, ça n'a pas été souhaité de l'autre côté, il y a eu des vagues derrière, mais avec le maire, on s'est expliqué très clairement. Je dis, moi, voilà, je m'épanouis pas, ça m'intéresse pas. Alors oui, j'ai le titre, j'ai le salaire, j'ai tout qui va bien, mais j'ai pas l'impression d'avancer, c'est pas très intéressant, et je choisis de passer pas mal de temps dans ce métier-là, j'y passe beaucoup d'énergie, donc il faut que ce soit satisfaisant, quoi. C'est pas juste pour prendre le chèque à la fin du mois, il faut que quand tu te lèves le matin, tu aies envie d'y aller, que tu te dises que ce que tu peux mettre en place, c'est des chances d'aboutir, etc., etc. Donc c'est un ensemble. Donc après, c'est pour ça, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi, c'est pas tellement du courage, c'est juste une suite logique par rapport à ce que tu es et ce que tu veux. J'ai le luxe de pouvoir m'offrir cette liberté, avec les années qui ont passé et le parcours qui est plutôt pas trop mal dans mon métier, sans faire le faux modeste ou sans faire le prétentieux. Donc j'ai cette chance de pas être super inquiet sur je vais finir au RSA demain, quoi. Donc voilà. Mais je sais aussi pertinemment qu'il y a des maires qui m'embaucheront jamais parce qu'ils vont se dire, si je vais être poli, il est trop grande gueule ou il est trop pénible, quoi, je peux pas le cadrer. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui vont se dire, ouais, je veux lui parce qu'il va faire bouger les lignes. Donc c'est un choix. Qu'est-ce qui donne du sens à ta vie ? Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie ? Plein de choses, il n'y a pas qu'une chose. Non, il y a plein de choses. C'est trop dur à résumer ça. J'ai pas... Je m'arrêterais de la préparer, cette question. Ça, c'est au bac, t'as 4 heures pour répondre à ça, normalement. Non, je sais pas. Je dirais que ce qui est important, et c'est vrai que régulièrement, je le fais sur plein de sujets, que ce soit pro, que ce soit au niveau perso, c'est... je fais entre guillemets dans ma tête une petite balance, le plus, le moins, et dès que je sens qu'il y a trop de moins, ou que le moins devient trop important, sans forcément qu'il soit majoritaire, je me dis ok, il faut changer. J'attends pas, je suis pas matérialiste, je suis pas attaché à un lieu, je suis pas attaché à une maison, je suis pas attaché à des objets ou quoi que ce soit. C'est parfois un reproche qu'on m'a fait dans ma vie perso et je peux très bien le comprendre parce qu'il y a un côté un peu instable, un peu nomade qui me va bien. De se dire pour rester bien, c'est pas lié à un lieu, c'est pas lié à une condition, c'est pas lié à une condition matérielle, j'entends, ou à un poste, c'est d'être bien dans ta tête et de faire en sorte que les choses se passent bien. Et voilà, aujourd'hui je suis toujours directeur station, mais je pense que si j'avais été bûcheron en montagne, je serais aussi heureux, quoi. D'ailleurs, c'est ce que je fais souvent quand je suis en vacances. Je vais faire des bûchettes. Voilà. Donc voilà. Non, je pense que c'est vraiment un truc. C'est chacun, ça. Je n'ai pas de recette ou de clé à donner. Par contre, je vois par rapport à mes amis, tout ça, et même eux me le disent. Quand je suis arrivé à Courchevel, ils me disent ça te fait pas, ça pas peur à 50 ans, enfin ça te galère pas de retourner, de recommencer à zéro, tu connais personne, il faut tout repartir sur une équipe. Et moi, objectivement, c'est pas de la fanfaronnade, mais je trouve ça sympa. Je me dis tiens, je vais rencontrer une nouvelle personne, je vais être confronté, je vais devoir réfléchir autrement, et je vois ça comme des rencontres. Mais si demain ça doit s'arrêter pour X raisons, comme ça s'est passé par ailleurs, ça s'arrêtera et je garde que des bons souvenirs, hein, même des endroits où ça s'est un peu moins bien passé, parce que tu t'enrichis. Puis j'ai jamais subi,
vie, quoi. À partir du moment où j'ai trouvé ça un peu pénible, j'ai décidé de faire autre chose. Donc, t'as pas de rancœur. Tu te dis, c'est un chapitre de ta vie, c'est un moment, t'en as profité, il s'est passé ce qui s'est passé. T'as eu des torts, forcément, plein de torts qui ont aussi emmené cette situation. Passe à autre chose, quoi. Et t'es pas aigri. Donc, cette liberté matérielle, entre guillemets, elle évite ce côté aigri. Et ça donne du sens à ma vie, pour être très clair. Avec ce qu'on a dit, toujours un cap, j'ai besoin de ces espaces naturels et si possible avec du relief. Dernière question. Quelle est la plus grande leçon de vie que tu aies reçue ? Là, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a une qui m'a marqué et qui a forcément conditionné ma vie. Donc je l'ai dit, sans rentrer dans le détail, on faisait des bêtises, on était dans les cités, et à un moment donné, c'est des grosses bêtises. Et on aurait pu se faire attraper, on était 2. Il y avait une histoire, on s'est échappé. J'étais plutôt très bon au sport, je courais vite et longtemps. J'ai réussi à m'échapper, mon collègue, lui, il s'est pas fait, il était un peu moins bon, il courait un peu moins vite, et lui, il s'est fait attraper. Et il m'a jamais dénoncé. S'il m'avait dénoncé, je pense que je serais passé par d'autres cases, sans prendre les 20 000 euros en passant au départ. Et sans doute que ma vie aurait été différente, puisque lui, on s'est revus, évidemment, on est resté en contact, il a jamais parlé, il a tenu, c'est des codes, hein, c'est des règles qui valaient ce qu'elles valaient, mais qui étaient des règles importantes dans cet univers-là, de parole, et lui l'a tenu. Et là, c'est du courage, parce que lui, il aurait pu alléger sa peine s'il avait parlé, il aurait pu, et forcément, moi, ça m'aurait impliqué, et forcément, ça aurait changé pas mal de choses à un âge où les choses étaient bien moins établies pour moi que maintenant. Donc ça a été une vraie leçon de vie, de se dire, être capable de garder sa parole, de rester droit, loyal, courageux, dans des moments où si tu parles, c'est plus facile pour toi, quoi. Donc ça a été une très belle leçon de vie qui m'a servi dans ma vie de tous les jours. Et la dernière question bonus. Si tu pouvais apporter ta contribution à la refonte de l'éducation nationale, quel enseignement aimerais-tu qu'il soit transmis à nos jeunes ? Je l'ai dit tout à l'heure, mes parents étaient souvent convoqués. J'ai souvent été... Alors pas parce que je travaillais mal, j'avais de bonnes notes, hein, mais j'étais insupportable. Agité. Je pense que si j'étais aujourd'hui à l'école, on m'aurait mis dans une classe spécialisée pour enfants hyperactifs. Dans ma génération, on disait il est agité, il est pénible. Aujourd'hui, j'aurais été classé malade, je pense. C'est sûr même. Donc non, je pense que c'est l'uniformité que je remettrais en cause. C'est ce système où tout le monde doit passer par des gabarits sans cesse. Et je pense que c'est effectivement frustrant pour les gens, mais pour tout le monde, parce que on perd de la richesse collective en faisant ça. Et c'est pas un discours œcuménique là que j'ai. Hein. Je pense sincèrement que on a tous des capacités, des valeurs dans un domaine ou dans l'autre, et c'est vrai que le système scolaire, il est quand même tellement normé que il y a plein de qualités qui sont effacées, oubliées ou autres, qui sont mises de côté, et s'il y a pas des petits virages de la chance ou quoi, on se retrouve soit dans une carrière, soit dans des diplômes, soit avec des capacités qu'on n'a pas pu développer parce qu'il fallait répondre à. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, assez frustrant, assez flagrant. Je l'ai vécu, je le vois plein de fois. J'ai 2 enfants qui sont grands maintenant, qui vont super bien, mais je le voyais, je me suis jamais inquiété pour eux. Mais on se rend compte que voilà, il faut suivre vraiment la règle. Il y a plus je sais que c'est un sujet d'actualité, il n'y a pas l'uniforme à l'école, mais l'uniformité, elle est quand même bien là, quoi, je trouve. Et c'est dommage parce que, alors évidemment, ça, quand on pense de ça, on parle à l'artistique, on pense à plein de choses, mais il y a plein d'éléments, puis il y a plein de voies. Quand moi j'arrête le foot, je l'ai dit, hein, objectivement, je changeais de classe parce que je marquais des buts. Hein. C'est un peu caricatural, mais c'était ça, on nous demandait surtout ça, quoi. Quand je reprends les études, j'ai pas exactement le même niveau qu'un autre qui a eu le bac. Ouais, j'ai eu le bac. Ok, ça m'a permis d'avancer, mais je me rendais compte qu'ils en savaient un chouïa plus que moi quand même. Hein. Je courais plus, mais au niveau intellectuel, j'avais des petites lacunes. Donc, tu peux rattraper, tu peux travailler, si t'es motivé, et voilà, ça m'a pas gêné, et ça m'a permis de faire ce que j'avais envie après professionnellement. Mais c'est vrai que si tu restes dans ce système-là, au départ, c'est t'as fait ça, tu restes là, quoi, et c'est très dur d'en changer. Alors, heureusement, par rapport à nos parents qui avaient le même métier toute la vie, aujourd'hui, on peut changer de métier, mais je trouve que c'est dommage au niveau de l'école qu'à 13 ans, on te demande de remplir une fiche d'orientation, de savoir ce que tu veux, puis à 18 ans, tu dois t'orienter, puis d'ouvrir avec... Il y a plein d'autres choses... J'ai adoré la philosophie, par exemple, et j'ai trouvé ça fou qu'on fasse une année de philosophie au lycée, quoi. Perso, moi, j'ai trouvé ça saoulant de faire des équations pendant des années, et j'ai toujours pas compris à quoi ça me servait. Alors, on m'a expliqué que c'était pour réfléchir, très bien, mais je pense que si tu lis les auteurs philo et que tu te poses des questions, je pense que ça aide aussi à réfléchir.
j'adore les échecs, j'aime bien jouer aux échecs, je trouve que c'est une façon super intéressante de travailler l'esprit aussi, et ça, voilà, c'est tout un tas. Alors je dis pas qu'on peut tout faire, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut être bon dans ça. Et moi, je me souviens de ma génération, quand on passait le bac, si t'avais pas un bac C, donc le bac scientifique, tu faisais rien, quoi. Même si tu voulais être philosophe, il fallait faire un bac C quasiment. Ça n'avait pas de sens. Et je trouve que voilà, c'est un petit peu trop normé. Donc si je pouvais changer quelque chose, ce serait je pense que la culture est vraiment importante, qu'il y ait une base générale de culture la plus partagée possible, mais qu'après, le plus longtemps possible, on laisse le choix ouvert, et tout le temps. Je donne l'exemple de mes fils, je les ai jamais embêtés, je leur ai juste dit, les gars, je vous demande d'avoir votre bac pas pour le diplôme, on s'en fout. Simplement, le jour où vous voudrez reprendre, si un jour vous voulez reprendre des études, si vous n'avez pas le bac, vous allez galérer, vous allez repartir super loin. Avec le bac, le système est fait de telle façon que tu peux. Et ça m'amuse parce que mes 2 fils ont repris alors, ils ont fait des choses différentes. Il y en a un, il est parti surfer à travers le monde. L'autre, il est parti voyager en Nouvelle-Zélande. Puis ils sont revenus, ils ont fait... le fait d'avoir leur bac, ils ont pu reprendre leurs études 2-3 ans après. C'est un système normé. Mais c'est vrai que eux, comme tout adolescent, papa il est chiant, il m'oblige à avoir le bac, quoi. Alors que je pense qu'il y aurait d'autres façons de le faire. Mais n'empêche que j'avais ce rôle de père, de dire bah ouais, si tu veux plus tard, ok, j'ai un discours de vieux con, mais tu verras peut-être que j'ai pas tout à fait faux. Et là aujourd'hui ils sont d'accord. Mais je trouve ça dommage d'avoir ces obligations. Et typiquement, voilà, il y en a un, il a eu son bac, il me dit ouais, je sais pas quoi faire. Je dis bah écoute, va te promener, va voir le monde, et puis ça te donnera des idées. Il est parti 1 an, il est revenu, il savait ce qu'il voulait faire. Et ça, je trouve que on est tellement, alors qu'il sortait, ouais, tu dois remplir tes vœux sur le bac pour être accepté dans telle et telle école. Je sais, tu vas aller dans une fac ou je sais pas quoi, dans une école, pour qu'au bout d'1 an, tu te rendes compte que ça sert à rien, que t'es en galère, que ça te plaît pas, que je fais ça va, t'as 18 ans, va voir, et puis tu reviens, tu te débrouilles, et je pense que, voilà, encore une fois, si on pouvait ouvrir un petit peu le champ des possibles, et dès l'école, et évidemment tout au long de la carrière pro, ce sera intéressant pour tout le monde, et bien sûr pour les gens, mais j'insiste, et là je reprends le rôle de manager, je pense que pour une entreprise c'est bien, quoi, de pas cantonner quelqu'un et de lui laisser on est tous pareils, quoi. Quand on fait quelque chose qui nous plaît, on est meilleur, on s'épanouit, on s'investit plus. Quand on y va à reculons, le résultat est moins probant. Merci beaucoup Sébastien pour avoir répondu à toutes ces questions, pour ton temps, et une très belle continuation à toi. Merci. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode, et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Élodie Bardot. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, de partager Antinomique à vos proches, d'en parler autour de vous. C'est comme cela et grâce à vous que Antinomique durera encore très longtemps. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode que j'ai hâte de vous partager. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle journée lumineuse et inspirante. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes habituelles des podcasts. Et un grand merci à Cyril Marie de Inspire Studio et son équipe qui coproduisent ce podcast avec moi.